Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 30 avril et à la une de cette édition, les transporteurs scolaires ont cessé de le travail aujourd'hui en raison de la série de meurtres et d'agressions de lycéens ces dernières semaines. Invoquant leur droit de retrait, ils entendent ainsi dénoncer une fois de plus leurs conditions de travail gangrénées par la violence en milieu scolaire. Et pour marquer le coup ce matin, certains d'entre eux se sont rendus au conseil départemental avec un objectif, rencontrer la première vice-présidente pour lui faire part de leurs difficultés au quotidien. Nous les avons suivis. Reportage. Ils se sont mobilisés à l'appel de la CFDT depuis 5 heures ce matin. Une vingtaine d'employés du transport scolaire excédés par la violence. Après une première réunion à Mtsapéré, ils se sont invités dans le hall du conseil départemental. Objectif, exprimer leur ras-le-bol à la première vice-présidente chargée des transports, Fatima Soufou. Le conseil départemental est gestionnaire du transport, enfin du marché de transport. Donc nous souhaitons vraiment, nous aurons souhaité la rencontrer pour essayer de lui expliquer de vive voix les problématiques, même si tout le monde est au courant, mais voilà, nous souhaitions la toucher. Malheureusement, elle est absente de son bureau aujourd'hui. Plusieurs chauffeurs de bus auraient pourtant aimé échanger avec l'élu, parler de leurs conditions de travail gangrénées par la violence, comme Matoire, conducteur à Mayotte depuis la rentrée, est déjà victime de plusieurs caillassages. En un mois, j'ai dû en avoir 3 ou 4 mercredi dernier. Je dépose des élèves qui viennent de Tsaranou. Je récupère des élèves de Dzumounié jusqu'à Kahani. Et après avoir récupéré mes élèves à Dzumounié, c'était calme, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas d'embrouille ni rien. Et j'attends derrière, boum boum, 2 de mes vitres qui ont été caillassées des 2 côtés. Après, derrière... Tout de suite, j'ai cherché la fuite, je suis parti jusqu'à Kahani, j'ai appelé les collègues et plusieurs des collègues que j'ai croisés sur la route. On est tout seul à gérer du matin jusqu'au soir, on est tout seul à gérer les élèves. Face à des violences régulières et un sentiment d'abandon, les employés du transport scolaire ont donc cessé le travail à partir d'aujourd'hui, invoquant leur droit de retrait à l'appel des syndicats CFDT et Force ouvrière. Ils demandent notamment de revenir sur le protocole de fin de conflit signé en novembre 2020, un accord de cet article engageant État, département, maires et professionnels pour renforcer la sécurité des transports, mais qui n'aurait jamais été appliqué. Nous ne demandons pas qu'on y apporte des modifications ou quoi que ce soit. Nous demandons tout simplement qu'il soit respecté. Que toutes les parties prenantes qui ont signé ce protocole, en l'occurrence l'État a signé, le rectorat a signé, l'association des maires ont signé, le département a signé, ainsi que les entreprises du marché ont signé, Matisse et le gîte Tamaya Léona Messo. Nous demandons tout simplement qu'ils respectent leurs engagements. Avec le début des vacances scolaires, le droit de retrait ne va pas pénaliser les usagers des transports. Cependant, la CFDT n'exclut pas d'étendre le mouvement après la rentrée. Et toujours sur le front de la violence en milieu scolaire, les lycéens étaient à nouveau dans la rue aujourd'hui. Ce matin, c'est les jeunes du lycée de Petite-Terre qui ont manifesté après l'agression au couteau d'un des leurs hier en fin d'après-midi. La manifestation s'est déroulée sans débordement, comme vous pouvez le voir sur ces images, et a mobilisé quelques centaines de jeunes qui ont réclamé plus de sécurité. Et aujourd'hui, s'est tenu l'hommage national à Stéphanie Montfermé, cette fonctionnaire de police de 49 ans, assassinée vendredi dernier à l'entrée du commissariat de Rambouillet dans les Yvelines. À Mamoudzou, les policiers ont salué sa mémoire avec un discours prononcé en son honneur, suivi d'une minute de silence et de la Marseillaise. Un hommage particulièrement émouvant qui s'est déroulé dans la cour du commissariat, là où 3 policiers ont été attaqués au début du mois. Écoutons à ce propos Laurent Simonin, le directeur territorial de la police nationale, qui revient pour nous sur cet hommage et sur les nouveaux moyens mis en place pour sécuriser le commissariat. C'est un moment fort pour les policiers de Mayotte, d'autant plus que, vous le savez, le 6 avril, on a eu une attaque à l'intérieur du commissariat où un policier a été victime d'une tentative de meurtre. Et ce jour-là, par chance, ses collègues ont réagi très très vite et ont permis d'interpeller l'auteur qui pour l'instant est en détention provisoire. Alors, depuis le drame de Rambouillet, des instructions ont été données au niveau national afin de mieux sécuriser les accueils des commissariats. Nous, ces mesures avaient été anticipées le 6 avril à cause du drame que vous connaissez. Donc les mesures qui consistent pour l'essentiel en la vérification des personnes qui y rentrent et également en s'assurant qu'elles n'ont pas d'objets métalliques sur elles. Et dans le reste de l'actualité, en bref, c'est aussi l'assouplissement des motifs impérieux pour voyager ou encore l'annulation des élections municipales à Kanikeli. Au montage, les Sylvie Menet.
Le préfet a été autorisé par le gouvernement à assouplir la liste des motifs impériaux de déplacement entre Mayotte et le reste du territoire national. À partir de demain, il sera possible de se rendre à La Réunion ou en métropole depuis Mayotte, ou de venir à Mayotte pour les personnes en situation de célibat géographique et pour garder ses petits-enfants. Les célibataires géographiques devront notamment présenter une preuve du lien avec le conjoint et un justificatif du domicile du conjoint visité. La procédure de contrôle des motifs impériaux reste identique. Les dossiers doivent être déposés au plus tard 6 jours avant le vol, sauf en cas d'urgence tel qu'un décès ou un proche dans un cas critique. Il est rappelé aux voyageurs qu'ils doivent s'isoler durant 7 jours après leur arrivée et effectuer un test 7 jours après leur arrivée en plus du test PCR à réaliser dans les 72 heures précédant le départ. La préfecture rappelle que la vaccination est fortement recommandée avant tout déplacement. Les élections municipales à Kanikeli sont officiellement annulées. Après le second tour, seules 11 voix séparaient la liste élue et celle qui s'est placée en seconde position. Le candidat perdant avait donc décidé de faire valoir que 13 bulletins de vote en sa faveur ont été déclarés nuls sans raison véritable selon lui. Il demandait leur réintégration dans le résultat final et avait également dénoncé des problèmes d'identification des signatures entre les deux tours dans plusieurs bureaux de vote. Le tribunal administratif a donc annulé les élections pour demander à la population de se prononcer une nouvelle fois. Le maire Abdou Rachadi a fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. Mais sans surprise, le rapporteur public du Conseil d'État a demandé à ce que la décision du tribunal administratif de Mayotte soit confirmée. Les élections municipales de Kanikeli devraient donc être rejouées en même temps que les cantonales au mois de juin prochain. Le groupe pétrolier français Total a suspendu certains contrats avec des sociétés liées à son méga-projet gazier au Mozambique. Ce projet est en effet à l'arrêt depuis l'attaque lancée fin mars par des groupes djihadistes contre la ville de Palma, dans la province du Cabo Delgado, à 10 km des installations du groupe Total. Depuis, le pétrolier français a évacué l'ensemble de son personnel, une situation qui inquiète le président du conseil départemental, Sobahaddine Ibrahim Ramadani. Il appelle l'État français à sécuriser la zone et à créer les conditions pour qu'une reprise des activités s'avère possible. Selon lui, Mayotte est située dans une zone de paix, de stabilité politique et de croissance économique, une zone aux multiples ressources fortement convoitée par les puissances émergentes, dont les géants chinois, à travers sa nouvelle route de la soie. Une zone où se jouera le destin du monde au cours des décennies à venir. Mayotte doit être au rendez-vous. Fin de citation. Et à noter que la préfecture a réagi à l'annulation des élections à Kanikeli. En effet, selon la représentation de l'État, malgré l'avis du rapporteur public, le Conseil d'État n'a pas encore rendu son avis et le maire de Kanikeli reste en poste. Lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants, c'est le combat dans lequel se sont lancés près d'une trentaine d'acteurs du territoire. Libération de la parole, sensibilisation massive et meilleure prise en charge des victimes, telles sont les actions à déployer dans les prochains mois. Le rectorat est associé à la démarche afin que les élèves de Lille soient au cœur de la lutte. Écoutons à ce sujet la présidente de l'association Aki Zawanatsa lors de la matinale de COSI. On a commencé par exemple au collège de Passamenti, on a mis 8 actions en place. Sur ces 8 actions, il y a des groupes de parole qui se font sur la pause méridienne. Donc c'était un petit peu le test, là, c'est cette première semaine et la semaine passée. Est-ce que les gens vont venir? Comment les élèves vont se comporter? Comment ils vont parler? Et en fait, il y a une vraie libération de la parole. Et on s'en doutait un petit peu parce qu'en fait, on a notre vice-présidente de l'association, qui est une présidente de l'association Ose libérer ta parole, Subutu Wedze Tilao. Qui a commencé en fait cette libération il y a près de 2 ans, donc avant même en fait les hashtags MeToo inceste, MeToo, etc. En brisant un petit peu ce silence, et le silence dont vous parliez, Camar, en fait il est partout. Il est effectivement, c'est vrai, très présent dans cette société. On ne le cache pas, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui touche, on le sait, à minima 6 millions de Français. Donc c'est un vrai phénomène de société, c'est un véritable enjeu de santé publique. Ça fait 3 élèves par classe environ. Sur des données nationales, on en a hélas encore très peu ici. On est en train d'en compiler en fait. Mais on peut imaginer effectivement que c'est au moins autant, voire plus. Et effectivement, comment briser ce silence? En fait, simplement, voilà, Saïrati a commencé seul il y a 2 ans. On l'a rejoint, on est 29 partenaires, donc il y a une vraie mobilisation derrière. Après Tsingoni et Chirongi, 3 nouvelles communes vont pouvoir bénéficier de bornes de paiement de factures EDF. Il s'agit de Dembeni, Kungu et Msamboro. La convention pour lancer leur installation a été signée aujourd'hui par les municipalités et EDM avec pour objectif de faciliter le quotidien de la population. Jady Molida s'est rendu au siège d'EDM où s'est déroulée la signature. Reportage.
Ça y est, de nouvelles conventions viennent d'être signées entre EDM et plusieurs municipalités du département. Elles vont permettre l'implantation de nouvelles bornes de paiement aux 4 coins de l'île afin de faciliter le règlement des factures. Une nécessité au vu des besoins du territoire. Je prends juste l'exemple de 2020. Il y a quasiment 150 000 personnes qui sont venues jusqu'à Kaweni payer en liquide. Les gens veulent plus de proximité, veulent des bornes de paiement, veulent avoir facilement accès à EDM, facilement accès aux services. Donc à travers les bornes de paiement, c'est un peu de service public que nous emmenons plus près de la population. Parmi les communes présentes aujourd'hui, Limbeni, Kungu et Mtamboro. Face aux nombreuses difficultés de déplacement vers le chef-lieu liées aux embouteillages ou encore à la problématique de trouver un taxi, le maire de Mtamboro s'engage à rendre moins pénible le quotidien de ses administrés. Nous sommes donnés comme objectif d'amener les services publics au plus près de la population. Donc c'est pour faire en sorte que la population ne se déplace pas à Mamoudzou pour payer les factures. En début de mandature, on a inauguré la maison France Service, qui permet justement aux services publics de venir au plus près de la population. Donc on est dans cette alignée-là. La municipalité a pris cet engagement de payer ce coût qui est de 50% du montant de ce projet qui est de 200 000 €. Du côté d'EDM, l'idée est de développer durablement la logique de proximité engagée auprès de sa clientèle. Pour cela, d'autres projets sont sur la table afin d'améliorer le confort des habitants de l'île au Lagon, notamment par le biais du numérique. Nous allons ouvrir prochainement une agence en ligne qui va permettre de faire, pour ceux qui ont Internet et qui souhaitent l'utiliser, souhaitent faire beaucoup de démarches qui aujourd'hui nécessitent un déplacement ou un coup de téléphone, faire ces démarches tranquillement chez eux, devant leur écran d'ordinateur, pour parler de projets qui vont impacter dans les prochaines années le confort des Mahorais, parler de compteurs numériques qui permettra à terme d'éviter les relèves et d'automatiser intégralement le processus. En plus des 2 bornes situées dans les locaux de DM, de nouvelles bornes viennent de voir le jour à Chirongi et Kombani. L'objectif à terme est d'en installer une dizaine sur l'île d'ici la fin de l'année. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Dès lundi, vous retrouverez Pierre Bellucci, 19h, pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur COSI.